Bienvenue à tous dans ce nouvel épisode où on va s'aventurer très loin de notre zone de confort. On va quitter la terre ferme pour le vide absolu. Thomas, je veux qu'on commence par une image. Imagine que tu es enfermé dans une boîte de conserve, pas plus grande qu'une petite voiture. Dehors, c'est le noir total, le silence infini. Et tu sais que tu ne rentreras jamais. Tu es en train de mourir, seul, à des milliers de kilomètres de tout être humain. C'est le sujet d'aujourd'hui, n'est-ce pas? C'est exactement ça, Sarah. Et c'est probablement l'un des sujets les plus angoissants sur lesquels j'ai travaillé. On va parler de la théorie des Lost cosmonautes, les cosmonautes fantômes. L'idée que Youri Gagarin n'a pas été le premier homme dans l'espace, mais le premier à en revenir vivant. Et que là-haut, en orbite, il y a peut-être des cadavres préservés par le froid qui tournent en rond depuis 60 ans. Rien que d'y penser, j'ai des frissons. Mais ce qui rend cette histoire fascinante, c'est qu'elle ne commence pas dans un bureau du KGB à Moscou ou à la NASA, mais en Italie, à Turin, n'est-ce pas? Oui, c'est ça qui ancre le récit dans le réel. On est en 1957, au début de la course à l'espace. À Turin, il y a deux frères, Achille et Giovanni Giudica Cordiglia. Ce sont des génies de la radio, des bricoleurs passionnés. Ils n'ont pas de budget militaire, ils récupèrent du matériel de surplus de la Seconde Guerre mondiale, ils fabriquent leurs propres antennes sur le toit d'un immeuble qu'ils appellent Torre Berthe. Et le truc fou, c'est qu'ils sont incroyablement doués. Ils arrivent à capter les fréquences soviétiques. Attends, deux gamins italiens arrivent à intercepter les communications top secrètes de l'URSS avec du matériel de récup? C'est dingue quand on y pense. C'est dingue, mais ça marche. Quand Spoutnik est lancé, ils le captent. Quand la chienne Laika est envoyée, ils captent ses signes vitaux. Mais l'histoire bascule vraiment en 1960. On est avant le vol officiel de Gagarine. Les frères sont à l'écoute, comme tous les soirs. Il y a ce grésillement constant, le bruit de fond de l'univers. Et soudain, ils captent quelque chose de différent. Pas un bip-bip mécanique, une respiration. Une respiration humaine? Une respiration lourde, rapide, comme quelqu'un qui suffoque ou qui panique. Ils enregistrent tout. Et puis, ils captent un autre son, un battement de cœur. Boum, 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 boum. Ils chronomètrent le rythme. C'est rapide, trop rapide. Et au fil des minutes, le rythme ralentit. Ça devient irrégulier, jusqu'à ce que le son s'arrête net. Juste le silence radio. Selon leur analyse, ce signal venait d'un objet en orbite autour de la Terre. Pour eux, c'est la preuve qu'un être humain est mort là-haut, en direct, dans leurs écouteurs. C'est terrifiant. Ça veut dire que l'URSS aurait envoyé quelqu'un, que la mission a échoué et qu'ils ont simplement effacé son existence? C'est le cœur de la théorie. Il faut se rappeler du contexte, Sarah. La guerre froide, c'est la guerre de l'image. L'Union soviétique ne pouvait pas se permettre de montrer un échec. Si une fusée explosait ou si un cosmonaute mourait, ça n'existait pas. On effaçait les noms, on retouchait les photos officielles. Donc si un gars est mort en orbite en 1960, personne ne l'aurait su, sauf peut-être ses deux frères italiens. Mais ce n'est pas le seul enregistrement qu'ils ont, n'est-ce pas? Il y en a un autre qui est encore plus explicite, celui de la femme. Ah, l'enregistrement de mai 1961. Celui-là, il me hante. C'est peut-être le document audio le plus cauchemardesque de l'histoire spatiale. On est quelques semaines après le vol triomphal de Gagarine. Les frères Giudica Cordiglia captent une nouvelle fréquence. Cette fois, ce n'est pas juste un cœur qui bat, c'est une voix de femme. Elle parle russe, elle est terrifiée. Tu peux nous dire ce qu'elle dit? Je sais que c'est traduit, mais les mots sont importants. Oui, les frères ont fait traduire la bande. La voix est distordue par la statique, elle crie presque. Elle dit « La transmission commence maintenant. 41. Oui, j'ai chaud, c'est dangereux. Tout est 45, 50. Oui, je vois des flammes, j'ai chaud, je vais m'écraser. Oui, j'ai chaud. » Et puis, plus rien, juste le bruit blanc. Mon Dieu, je vois des flammes. On imagine la capsule qui rentre dans l'atmosphère sous le mauvais angle, le bouclier thermique qui lâche. Elle a dû brûler vive. C'est l'hypothèse la plus probable si cet enregistrement est authentique. Imagine la scène. Elle est seule, la température monte de plusieurs centaines de degrés dans la cabine, elle sait que c'est la fin. Et elle appelle à l'aide. Mais au sol, à Moscou, ils ne peuvent rien faire. Ils ne peuvent que l'écouter mourir. Et le pire, c'est que officiellement, l'URSS n'a envoyé la première femme dans l'espace, Valentina Tereshkova, qu'en 1963. Donc cette femme de 1961, si elle a existé, est une cosmonaute fantôme. Elle n'a pas de nom, pas de tombe. C'est d'une tristesse absolue. Mais Thomas, je dois me faire l'avocat du diable. Est-ce que ça ne pourrait pas être un canular? Ou un test? C'est là que le débat fait rage depuis 60 ans. Les sceptiques disent que les frères italiens étaient des petits malins qui voulaient de l'attention. On dit aussi que l'URSS envoyait des enregistrements de voix humaines dans des capsules vides pour tester les communications radio, pour voir si la voix passait bien depuis l'espace. Donc peut-être que c'était une bande magnétique qui jouait dans une fusée vide. Mais les partisans de la théorie soulignent l'émotion dans la voix, la panique pure. C'est difficile de simuler une telle terreur.
Et puis, il y a les détails techniques. Les frères utilisaient l'effet Doppler pour prouver que le signal venait bien d'un objet en mouvement rapide au-dessus de la Terre. Ils n'étaient pas des amateurs complets. D'accord, donc on a ces enregistrements mystérieux. Mais il y a un cas où la frontière entre la légende et la réalité est très floue. Et c'est un cas avéré cette fois, Vladimir Komarov. Là, on sait qu'il y a eu un drame. Oui, le cas de Soyouz 1 en 1967. Là, on sort de la théorie du complot pur pour entrer dans l'horreur historique confirmée. Vladimir Komarov était un héros, un ami proche de Gagarine. Il savait que la capsule Soyouz n'était pas prête. Il y avait plus de 200 problèmes structurels signalés par les ingénieurs. Mais Brejnev voulait un vol pour célébrer l'anniversaire de la Révolution. Komarov savait qu'il allait mourir. Il l'a dit à ses amis. Il a dit « Si je ne monte pas dans cette fusée, ils enverront la doublure. » Et la doublure, c'était Gagarine. Komarov est parti pour sauver son ami. C'est un sacrifice incroyable. Et le vol a été un désastre du début à la fin. Une catastrophe absolue. Les panneaux solaires ne se sont pas ouverts. Il n'avait pas assez d'énergie. L'orientation ne fonctionnait pas. Il a passé des heures à tourner sur lui-même en essayant de stabiliser le vaisseau. Et c'est là que la légende rejoint l'histoire. Les services d'écoute américains de la NSA, basés en Turquie, auraient intercepté les communications finales. Alors que Komarov entamait sa rentrée atmosphérique, il savait qu'il était condamné. Les parachutes ne s'ouvraient pas. Il fonçait vers le sol comme une météorite. Et qu'est-ce qu'on raconte sur ces derniers mots ? La version officielle soviétique dit qu'il est resté calme et professionnel jusqu'à la fin, mais les rumeurs, soutenues par certains analystes du renseignement américain, disent qu'il hurlait de rage, qu'il maudissait les ingénieurs, qu'il insultait les officiels qui l'avaient mis dans ce vaisseau défectueux. On dit qu'il criait « Vous m'avez tué, cette putain de capsule est en train de me tuer ». Imagine l'impact psychologique pour les contrôleurs au sol, entendre leur héros les maudire pendant qu'ils s'écrasent. Il s'est écrasé à quelle vitesse ? À pleine vitesse. L'impact a été si violent que la capsule s'est aplatie et a pris feu. Quand les équipes de récupération sont arrivées, il ne restait qu'un tas de métal fumant. Et là, il y a un détail macabre mais vrai. Pour ses funérailles, on a imposé des cercueils ouverts, à la demande, semble-t-il, de ses proches ou de ses collègues, pour que les officiels voient ce qu'ils avaient fait. Il ne restait de lui qu'un morceau de charbon informe, pour citer les témoins. C'est ça la réalité du programme spatial soviétique de l'époque. Une prise de risque démentielle. C'est atroce, mais ça donne du crédit à l'idée que d'autres accidents ont pu être cachés. Si Komarov n'était pas un héros national, s'il avait été un pilote d'essai inconnu lors d'un vol secret, on n'aurait jamais entendu parler de lui. Exactement. Komarov, on ne pouvait pas le cacher, parce que le lancement avait été annoncé. Mais pour les vols précédents, ceux qui n'ont jamais été annoncés officiellement, combien de fois ont-ils essayé avant Gagarine? C'est la question qui me tient éveillée la nuit. L'espace-écran, Sarah, c'est l'endroit idéal pour cacher un corps. Justement, pour conclure, Thomas, si ces cosmonautes fantômes existent, s'ils n'ont pas brûlé dans l'atmosphère comme la femme de l'enregistrement, ou ne se sont pas écrasés comme Komarov, s'ils ont simplement dérivé, où sont-ils maintenant ? C'est la pensée la plus claustrophobe qui soit. Si un moteur a mal fonctionné et a propulsé une capsule hors de l'orbite terrestre, vers le vide, au lieu de la ramener, alors ils sont toujours là-haut. Des capsules métalliques, scellées hermétiquement. À l'intérieur, il n'y a pas de décomposition comme sur Terre, car il n'y a pas de bactéries, pas d'oxygène. Les corps seraient lyophilisés, parfaitement conservés. Des momies gelées, avec une expression de terreur sur le visage, flottant dans le noir éternel. Ils pourraient dériver pour toujours ? Pour toujours. Ils pourraient quitter le système solaire, voyager pendant des millions d'années. Peut-être qu'un jour, dans un futur lointain, une civilisation extraterrestre ou nos propres descendants trouveront une petite boîte en métal perdue au milieu de nulle part. Ils l'ouvriront et trouveront un humain des années 1960, en combinaison orange CCCP, recroquevillé sur son siège. Le témoin silencieux d'une époque où on était prêt à tout sacrifier pour la gloire politique. C'est une image à la fois poétique et absolument cauchemardesque. L'idée de cette solitude éternelle. Thomas, merci pour cette plongée dans les ténèbres. Merci à toi, Sarah. Et la prochaine fois que vous regarderez le ciel étoilé, dites-vous qu'il n'y a pas que des étoiles et des satellites là-haut. Il y a peut-être aussi des fantômes. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle enquête. D'ici là, gardez les pieds sur terre, mais l'esprit ouvert.